Cette semaine, à notre essai routier, le tout nouveau BMW X1 X-Drive 28i. Il n'y a qu'un modèle de disponible, c'est celui-ci. Par contre, il y a une liste d'épiceries d'options qui est longue de même, alors je vais vous épargner ce supplice. La gamme de prix, c'est entre 38 et 49 000 $. Notre modèle d'essai vaut 41 000 $. Allons-y avec le design de l'avant du BMW X1. Premier élément, on reconnaît la ligne typique de BMW, le devant plat, la grille, donc la calandre avant qui est séparée en deux sections avec le logo BMW au centre. C'est très, très bien. Ça, c'est joli. Par contre, quand on prend le temps de regarder un peu, on voit le système de refroidissement à travers la calandre, donc le radiateur, et c'est pas beau, ça fait vraiment bas de gamme, c'est complètement manqué de ce côté. Autre élément que j'aime moins aussi, les phares qui ne sont pas de série à haute densité, ça fait bas de gamme, c'est pas très beau. Ils sont bien intégrés, mais malheureusement, comme je vous dis, c'est encore une autre de leurs options là, qui est dans la liste, qui est longue comme ça. L'avant de la voiture, le capot surtout, est très long, très, très long. Et je comprends pas, c'est une approche design qui est complètement à l'envers des autres concurrents. Et moi, j'ai peur que ça vieillisse mal, un capot aussi long que ça. Quand même, on y a intégré des formes. C'est un look quand même qui est assez sportif, ça va. Et de ce côté, j'ai pas de reproche à faire. Mais quand même, la profondeur, ça me semble disproportionné par rapport au reste du véhicule. Une surface vitrée correcte, sans plus. Par contre, belle intégration des balais d'essuie-glace. Parlons du design de côté du X1 de BMW. Bien, ça marche pas. J'aime pas le look du tout. L'avant est trop long. Ça a un look de berline. Donc, ce fameux capot qui en finit pas, bien, c'est ça que ça donne comme look. Au centre, on a un look utilitaire classique. C'est pas très dynamique. Bonne surface vitrée. Les appliqués de chrome aussi, c'est quand même correct. C'est pas c'est mal fait. La ligne est très classique, je le répète, mais c'est quand même important. Il y a des petits rappels, là, comme dans le bas de caisse, on a un appliqué aluminium qui nous rappelle la couleur de la galerie de toit. Mais il n'y a rien vraiment de particulier. Bel assemblage, belle qualité de peinture. Par contre, lorsqu'on arrive à l'arrière et qu'on regarde derrière le pilier C, là où il y a la petite vitre qui est en remontant vers le haut, ça donne un look sport, mais en même temps, ça nuit à la visibilité. Donc, je suis pas sûr que c'est un bon choix. On a un look très japonais, très Subaru aussi. Je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir cette approche-là chez BMW. Puis en terminant, des roues d'aluminium au design discutable. Et à l'arrière, maintenant, un grand haillon quand même bien intégré, des feux de position aussi quand même assez jolis, qui nous rappelle un peu le design japonais, encore une fois, surtout à la Subaru, je vous le répète, mais c'est quand même ça. Et peut-être l'élément que j'aime le moins, c'est l'échappement, qui est à sortie double, mais qui est omniprésent, qu'on voit, là, qui a l'air d'être pendant sous le véhicule et qui me rappelle certains produits américains qu'on ne s'est pas gêné à l'époque à critiquer fortement à cause de cette approche. Fait que chez BMW, l'intégration du système d'échappement sur le X1, c'est complètement manqué. Allons-y avec l'aménagement intérieur du BMW X1. Beaucoup de choses à dire. D'abord, l'accessibilité, pas facile. Le seuil de caisse est large et puis lorsqu'on entre dans le véhicule, vraiment, on tombe dedans. On a l'impression plus d'entrer dans une berline que dans un utilitaire sport. Et ça fonctionne pas. Vraiment, là, c'est une drôle d'approche chez BMW. L'autre élément que j'aime pas aussi, c'est la position assise. Si vous êtes une personne de grande taille comme moi, plus de 6 pieds, là, attention à ça, parce qu'il faut baisser le banc au maximum. Et à ce moment-là, on est à l'aise, on n'a pas la tête dans le plafond, mais on a les jambes trop relevées. Et là, ça devient inconfortable, surtout si on fait de longues distances. Les sièges qui sont d'une drôle de facture aussi sont assez fermes, mais offrent peu de support pour les jambes et juste assez correct pour le dos. Par contre, le tissu, c'est un faux cuir en matériel synthétique. C'est chaud, puis en plus, c'est laid. Le volant se prend bien en main, ajustable en hauteur, télescopique. Les contrôles sont simples, mais faciles à utiliser. De ce côté-là, ça va. Les cadrans, par contre,
Ils sont regroupés. On ne peut pas reprocher ça. Ils sont faciles à consulter. Par contre, toujours la même présentation. Vraiment, là, il n'y a aucune innovation chez BMW. Puis je me demande vraiment à quoi ils pensent, parce qu'au niveau de l'aménagement intérieur, c'est très fade. C'est la même chose pour le tableau de bord. Il n'y a rien à dire parce que il n'y a rien. C'est pas compliqué. C'est plat, c'est fade, c'est monochrome. Et de ce côté, moi, je trouve que BMW commence à tirer de la patte par rapport à la concurrence. Position de la radio correcte, ventilation puissante, les contrôles, bien sûr, sont corrects de ce côté. Il y a des prises auxiliaires et USB pour les différents gadgets électroniques, ça va. Et une console dans laquelle on peut ranger un peu de choses, mais de ce côté, au niveau du rangement, dans les portières, par contre, c'est correct. Finition acceptable. Je pense que c'est correct pour un véhicule de la catégorie. Et choix des matériaux, très discutable. En tout cas, à tout le moins, pour le look. Peut-être pas pour la qualité. On a une galerie de toit sur notre véhicule d'essai. De ce côté, c'est très joli, très bien fait. Il y a de la place à l'arrière pour 3 passagers et beaucoup d'espace pour la tête et pour les jambes. De ce côté, c'est sans reproche. Les coussins gonflables, maintenant, 8 coussins de série, et ça, c'est très, très bien. Donc, les 6 traditionnels à l'avant, mais là, 2 coussins latéraux pour les passagers arrière. Ça, j'apprécie beaucoup. Maintenant, le haillon arrière ouvre haut et, ma foi, donne accès très facile, d'ailleurs, à un grand coffre. Vraiment une voiture qui est très pratique de ce côté. Bien sûr, on a le cache-bagages qu'on peut enlever. On peut rabattre les dossiers aussi. C'est vraiment un tiers. Donc, on peut s'amuser là, à configurer comme ça nous tente. Et par contre, en terminant, lorsqu'on veut rabattre, donc refermer le panneau arrière, bien là, on n'a pas de poignée pour s'accrocher. Alors, il faut essayer là, de se glisser la main puis de tirer fort parce que la résistance est trop forte pour être capable de refermer le coffre. Mal pensé. Fiche technique maintenant du BMW X1. On utilise, c'est un nouveau véhicule et on utilise une nouvelle technologie au niveau moteur. 4 cylindres, 2 litres, turbo compressé à injection directe. Un moteur qui développe quand même une puissance impressionnante de 241 chevaux. Chez Volkswagen, on y va avec un peu la même fiche technique, c'est-à-dire que c'est un 2 litres aussi, turbo compressé, injection directe, mais la puissance est moins élevée à 200 chevaux. Chez Honda, avec le CR-V, on a un 4 cylindres conventionnel muni de l'alimentation multipoint, donc c'est pas une technologie de pointe, là. Et la puissance, d'ailleurs, est à 180 chevaux, le moins puissant des 3 véhicules. Au niveau des transmissions, beaucoup de technologies chez BMW avec une transmission automatique à 8 rapports. Alors, quand même, alors que la concurrence, chez Volkswagen, on y va avec 6 rapports et chez Honda, on a un 5 rapports. Alors, BMW nettement en avance au niveau de la technologie de la transmission. La traction intégrale est la même pour les 3. Au niveau des choix technologiques, il y a certaines configurations qui diffèrent, mais ce sont toutes les 3 véhicules, ce sont tous des véhicules à traction intégrale. La direction, elle est assistée. Bien entendu, c'est une crémaillère hydraulique dans le cas de notre BMW. Par contre, lorsqu'on regarde chez nos concurrents, on y va avec le même choix aussi technologique. C'est ajustable ou variable en fonction du régime moteur souvent, mais ce sont 3 technologies semblables. Au niveau des suspensions indépendantes, 4 roues sur nos 3 véhicules. Et de ce côté, la fiche est pas mal semblable. Et au niveau des freins, disque avant ventilé pour les 3, disque plein à l'arrière pour les concurrentes, mais chez BMW, on utilise des freins arrière à disque ventilé. Donc, on sait comment BMW performe bien au niveau des freins. Alors ici, la fiche technique semble les favoriser. Et au niveau de la dimension des roues, 17 pouces chez les 3 constructeurs.
0-100 km/h avec notre impressionnant X1. Je dis impressionnant parce que c'est un moteur 4 cylindres à turbocompression et l'accélération est fulgurante. C'est vraiment incroyable. On a l'impression d'avoir un 8 cylindres sous le capot. D'ailleurs, le temps d'accélération, 6,6 secondes. C'est vraiment impressionnant. Il faut dire aussi que, bon, il y a la technologie de l'injection directe de carburant, il y a la transmission automatique qui exploite vraiment parfaitement bien la puissance disponible. La seule sensation qui est étrange, c'est que si on ne pousse pas l'accélérateur au maximum lorsqu'on veut s'élancer rapidement, eh bien là, on a l'impression qu'on manque de puissance. Alors, c'est une calibration qui a été faite pour économiser le carburant, mais il ne faut pas se fier à ça. Si vous voulez vraiment avoir une bonne accélération, poussez l'accélérateur au fond, vous allez voir que c'est toute une motorisation. « 100 km/h 0 maintenant, avec 4 freins à disque, des roues de 17 pouces et surtout une réputation à préserver. Parce que de ce côté, BMW, nous, on s'en sert souvent comme étant un des meilleurs constructeurs en matière de freinage, c'est toujours le cas. Vraiment une très belle calibration de la pédale. Ça freine, c'est solide. On sent que ça s'en va en ligne droite. Et même si ça plonge un peu, normal, on a fait un compromis au niveau de la suspension. On va avoir un peu plus de douceur de roulement. N'empêche que quand même, on a fait 33 mètres. C'est très, très bon comme distance de freinage. Donc, on est à la hauteur de ce qu'on attend de chez BMW. Peut-être 2 éléments à surveiller quand même. Le freinage qui est un peu bruyant, l'ABS, on l'entend d'une façon omniprésente. Habituellement, de plus en plus, les constructeurs font ça discrètement. On entend un petit bruit, mais c'est discret, là, on l'entend beaucoup. Alors, c'est pas que c'est pas efficace, mais ça dérange. On se demande qu'est-ce qui se passe. Et l'autre élément, bien entendu, c'est bien d'avoir ramolli la suspension, mais il ne faudrait pas aller au-delà de ça, parce que, justement, ça provoque un peu trop de tangage vers l'avant. Slalom maintenant. Les cônes serrés d'abord. Et première observation, la direction me semble pas mal moins précise. Oui, effectivement, c'est moins précis que ce qu'on est habitué d'avoir chez BMW. Ça roule un peu, mais c'est pas excessif. Un petit peu de sous-virage, mais encore une fois, c'est léger. Ce qui est le plus décevant, c'est la précision de la conduite. On aurait peut-être apprécié retrouver la sensation de nervosité qu'on a sur à peu près tous les modèles BMW. Ici, on ne l'a pas et malheureusement, ça enlève beaucoup de plaisir de conduire. L'autre élément, c'est étonnant quand même. Il y a du roulis, il y a du tangage et ça, encore une fois, c'est pas dans la nature d'un produit BMW. Il faudra faire attention chez BM. Là, on essaie de s'approcher des produits plus populaires. Bon, ben vous le savez, on a le Volkswagen Tiguan, entre autres, qui fait face à ce BMW X1. Et chez Volkswagen, on a plus de nervosité que ça et surtout une suspension plus stable, là, qui roule moins, qui tangue moins. Et ça, ben c'est important pour le comportement routier quand on veut avoir une conduite un peu plus sportive, mais aussi quand on a beaucoup de passagers ou, encore une fois, lorsqu'on a à éviter un obstacle. Et chez BM, on a fait beaucoup de compromis de ce côté-là. Je dirais qu'on est à la limite de l'acceptable. « 100 km/h 0 sur surface très glissante et instable. » Sur la piste, évidemment, on a apprécié le comportement des freins. Moi, je m'attends à une bonne distance de freinage et surtout une bonne calibration de la pédale. C'est une BMW après tout. C'est ce qui se passe. Très bien, très stable, bonne distance de freinage. La pédale vient un peu plus dure que sur la piste, mais quand même, c'est raisonnable. Et vraiment, c'est un véhicule qui, au niveau du freinage, est sans reproche. Sur la route maintenant avec notre BMW X1, on va essayer d'analyser un paquet d'éléments, comme par exemple le fait que ce soit un nouvel utilitaire sport muni d'un 4 cylindres. Vous savez qu'habituellement, lorsqu'on fait la critique des performances d'une BMW, le premier élément qu'on dit, c'est performant, c'est agréable à conduire. Et là, je me disais, qu'est-ce que ça va avoir l'air sur la route? Un X1 muni d'un 4 cylindres. Mais
ils ont eu la bonne idée d'avoir la turbocompression sur ce 4 cylindres-là. Et comme on a pu le voir sur la piste, les performances sont présentes. Et sur la route, c'est la même chose. On a beaucoup de couple, même lorsque le moteur ne tourne pas beaucoup. Et ça, bien évidemment, ça améliore l'économie de carburant et même le confort parce que le moteur demeure discret. Donc, c'est très bien pensé. L'autre élément, on se retrouve dans une conduite d'utilitaire sport qui se compare aux Japonais. Donc, la réaction qu'on a eue sur la piste, ça se confirme sur la route. C'est un véhicule qui n'est pas plus agréable à conduire qu'un RAV4 ou qu'un CR-V ou n'importe quel autre produit dans la gamme. Et ça, bien, c'est quand même un peu décevant. La conduite est un peu floue sur la route, c'est mou et ça manque un peu de précision. C'est pas nerveux, alors que c'est la caractéristique principale d'une BM. Mais pour le confort, douceur de roulement, insonorisation, c'est très bien. Allons-y maintenant avec la conclusion de notre essai routier de cette semaine. Donc, le X1 qui, en présentation, en arrache puisqu'on n'a pas aimé les proportions extérieures de ligne de carrosserie. On n'a pas non plus apprécié l'aménagement intérieur qui est très, très fade et qui manque d'évolution. C'est une évidence même. Donc, en raison de cette problématique, on a décidé de mettre le Tiguan en premier. On y va avec le CR-V en deuxième, qui va changer très bientôt d'ailleurs, et le X1 en troisième, s'il vous plaît. Sur la piste, c'est le contraire. Là, on s'est retrouvé avec le X1 en premier. Évidemment, la puissance du moteur, les performances d'ensemble, la qualité du freinage, ça, on le reconnaît que BMW est en avance sur le Tiguan qui est en deuxième et le CR-V qui traîne de la patte carrément de ce côté-là. Par contre, lorsqu'on se retrouve avec l'inspection mécanique, bien là, c'est le CR-V qui revient en avant parce qu'on jouit d'une réputation de fiabilité exceptionnelle. Et ça, c'est mieux que d'avoir une technologie de pointe qui est tout à problème et qui ne fonctionne pas, surtout sur du moyen et du long terme. Alors, CR-V en premier, le Tiguan en deuxième, parce que techniquement, c'est un produit qui utilise des technologies qui proviennent de chez Audi. Alors, on connaît la fiabilité quand même éprouvée des produits Audi. Donc, on va le placer en deuxième et le X1 qui termine la marche en troisième. Le résultat global, quand même, tenez-vous bien, le Tiguan qui est en premier, le CR-V qui est en deuxième et le X1 qui est en dernier.